Yosh les corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vous accueille dans cette nouvelle vidéo One Piece. Le chapitre 1052 est sorti, on va faire un petit résumé, la review, je vais vous donner mon avis, mon analyse du chapitre. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Alors on commence la couverture avec César Clone qui voit le Germa 66 en train de quitter les sous-sols de Whole Cake. Alors je me demande si ça serait pas vraiment bon pour lui et pour les Germa 66 de le recruter, de faire une sorte de collaboration science avec science. Ils pourront faire vraiment de grandes choses pour la suite de l'œuvre. Et d'ailleurs, je pense pas que l'auteur l'ait mis ici juste comme ça pour rien. Donc vraiment affaire à suivre. Ensuite, on commence avec du très croustillant. On a du Marie-Joise et là, toujours comme à chaque fois, quand on a la réunion du Gorosei, c'est toujours pour balancer des informations mais très importantes. Alors, ils nous parlent de Nika et ils disent qu'il s'est matérialisé. Donc c'est définitif, c'est Luffy. Ils reconnaissent en lui Joy Boy. Et ils disent que ça sera cette fois difficile de camoufler que deux Yonkou sont tombés parce que voilà, deux Yonkou, c'est pas n'importe qui peut les faire tomber. Donc ils ont apparemment peur que l'information s'ébruite, que Nika est revenu et que c'est lui qui est en train de faire tomber les Yonkou. Donc ça voudra dire que voilà, c'est l'heure de la révolte générale. Et il pourra même comme ça avoir des alliés qui vont le rejoindre. Donc ils sont en train de penser comment ils pourront camoufler tout ça et faire face. Il se trouve même que l'éléphant Zunisha est disparu. C'est parce que apparemment il a trouvé que le pays était encore fermé et donc il s'est barré. Et il s'est barré dans un nuage de brume et tout ça. Donc est-ce que ça ne serait pas l'une de ses capacités de disparaître dans la brume? Une sorte de brume qu'il peut manifester comme ça pour disparaître et ne pas être suivi quand il le veut pas. Et apparemment, et comme toujours, le Gorosei est informé de tout, il connaît toutes les légendes, toutes les subtilités et ils savent que à la venue de Nika, le pays de Wano doit s'ouvrir. Et donc ils disent que puisque l'éléphant est parti, donc le pays ne s'est pas encore ouvert et du coup ils ont un petit peu une marge de manœuvre quoi. Du coup moi ma vraie question c'est que maintenant le Gorosei se dit que le pays puisqu'il n'a pas été ouvert, donc quelqu'un est très intelligent et a su manœuvrer pour ne pas l'ouvrir car il sait que l'ouvrir aurait été au désavantage de Wano. Du coup moi je me dis comment ça se fait que ça peut être au désavantage de Wano, surtout qu'aujourd'hui sur Wano il y a la plus grande puissance, on va pouvoir le dire comme ça peut-être, de One Piece. Il y a l'alliance Kid, Law, Luffy qui on peut sans aucun doute normalement au vu des informations actuelles pour plus tard, je ne sais pas, l'auteur pourra rajouter des choses, mais pour ce qu'on sait actuellement c'est la plus grande puissance actuelle dans One Piece, cette alliance, c'est-à-dire ce sont des gars qui sont alliés et qui à eux représentent une plus grande puissance que deux Yonkou. Donc pourquoi le Gorosei pense que ça aurait été un désavantage pour eux d'ouvrir Wano? Sauf si le Gorosei a quelque chose, a une arme, a une puissance, a quelque chose de caché, a des informations qui leur font dire au Gorosei, les 5, qu'ils sont plus puissants que cette alliance et que si la frontière avait été ouverte, ça aurait été à l'avantage du Gorosei. Du coup je me dis que les bateaux qu'ils ont envoyés, ils comportent et ils portent quelque chose qui doit être d'une puissance de destruction incroyable, ou c'est autre chose que peut-être elle nous a échappé. Mais sinon, si cette chose existe déjà, pourquoi ils ne l'ont pas déjà utilisé de base contre Kaido au lieu de négocier avec lui? Sauf si le système des empereurs Yonko a été voulu et maintenu exprès par le Gorosei et par le gouvernement. Ce qui veut dire que le gouvernement, le Gorosei, la marine est plus forte et qu'elle a intérêt et elle veut maintenir le système des Yonko. Et là-dessus, je pourrais aller d'une théorie qui serait que le gouvernement veut toujours qu'il y ait une puissance oppressante et méchante dans le monde. Comme ça, les royaumes auront toujours recours à lui et auront toujours besoin de lui et ils lui mangeront toujours dans la main afin qu'il les protège et qu'il accepte de faire alliance avec eux contre ces puissances malfaisantes qui seront les Yonkou. Alors que s'il veut, il a toujours peut-être une solution ou autre qui leur permet de défaire et de détruire le système des Yonkou. Mais il est là parce qu'il est voulu, je suppose. Mais bon, on le saura ça un petit peu plus tard. Ils disent aussi au CP0, au moins on doit assurer un minimum de trucs, ce serait de au moins on ramène Nico Robin et là, le gars du CP0 leur dit ouais, ça c'est assuré, je vais vous le régler, c'est sûr. Et vraiment, je comprends pas comment est-ce que c'est sûr quand il sait qu'en face, ça sera un petit peu difficile aujourd'hui, c'est pas comme avant de prendre les Mugiwara de face, franchement. Donc comment ils peuvent être sûrs comme ça, ou peut-être ils disent ça juste pour éviter d'être réprimandés directement, ou peut-être le gars, on le savait pas, mais contrairement à celui qui a été tué, celui-là, il a un pouvoir spécial ou une capacité hors norme, je sais pas, qu'est-ce que nous réserve Oda pour la suite. C'est vraiment très appétissant et c'est encore plus dur d'attendre. Ça nous crée énormément de suspense et beaucoup plus et d'autres questions. Entre temps, il va y avoir une pause où on va passer plusieurs pages. D'ailleurs, le plus gros du chapitre, on sera là en train de parler de la fête, de l'après-bataille et tout, chose qui est traditionnelle
pour relaxer dans le manga. C'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose de déterminant, mais quand même, le manga n'a pas à être 100% tout le temps que bagarre. Il y a une guerre finie, une autre commence. Il faut qu'il y ait un moment de détente. C'est important. Donc, même si on a le suspense, on veut quand même connaître la suite. Mais c'est vraiment utile de mettre les bases, calmer les choses, dire où on en est par rapport à la suite de l'histoire pour repartir des plus belles. Donc, je commenterai pas trop tout ce qui est banquet, bain, douche, tout ça, rencontre et tout. Surtout qu'il n'y a pas grande information qui est lâchée. On ne nous parle pas spécialement de Yamato. Est-ce que Luffy va l'accepter ou pas? Donc, vraiment, on va sauter cette partie. Il y a quand même une petite partie discussion entre Drake et Hawkins qui est fort intéressante, mais qui n'est pas non plus déterminante. Puis, on a une petite discussion aussi entre Sanji et Zoro où il y a une sorte d'information qui est lâchée, qui peut être une plaisanterie comme ça peut être quelque chose d'important. C'est Zoro qui se rappelle de Sanji en train de lui dire: si je ne suis plus moi-même, à la fin de la bataille, je te confie le rôle de m'exécuter. Là, Zoro remarque que Sanji est le même, mais fait genre: ah oui, je me rappelle de ça, donc en fait, tu n'es pas le même, même s'il voit qu'il est le même. Mais c'est une sorte d'un petit peu de taquinerie pour faire genre: voilà, j'ai trouvé l'excuse pour t'attaquer et t'éliminer maintenant. C'est toi qui me l'as demandé de toute façon. Et là, il l'attaque en lui disant: je suis revenu des enfers pour te tuer. Surtout quand on a vu Zoro se faire attaquer par la faucheuse. Donc la faucheuse, le gars revient des enfers. Et surtout que j'ai entendu une théorie disant que Zoro, pour devenir le roi des enfers, il va partir dans les enfers et combattre je ne sais pas qui pour devenir le roi des enfers. Donc ça pourrait se tenir. Moi, là où j'irai pas sur cette théorie, c'est surtout une question de timing. Parce que si ça va dans les enfers, ben à ce moment-là, il faudrait faire tout un arc. Et actuellement, on sait qu'on est arrivé vers la dernière saga de One Piece. Donc, il n'y a pas comment glisser au milieu un arc enfer. Même si c'est pas complètement impossible, mais c'est pas la chose vers laquelle je vais verser. Quoique, je le prendrai en compte. Mais je vais dire, ça va rester anecdotique. Si jamais ça se réalisera, je serai pas complètement étonné, quoi. Puis, on a encore Kid et Law avec leur caractère atypique. Les gars sont très méfiants et ils se disent que maintenant qu'ils ont battu des empereurs, ben il se peut que ce soit eux les remplaçants, et ça veut dire qu'ils vont être sûrement pris par surprise et que l'attention va être focalisée sur eux. Donc une attaque pourrait venir à n'importe quel moment de n'importe où. Et moi j'ai un petit peu du mal avec cette déclaration parce que d'habitude les gars dans One Piece n'attaquent pas facilement un empereur. Un empereur, ça fait quand même très peur. Donc si les gars ont une réputation d'être des personnages capables de battre des Yonkou, donc normalement c'est un petit peu le contraire. Ils se feront attaquer, mais c'est pas tout le temps et pas tout de suite, quoi. C'est des gars qui peuvent battre des Yonkou. Il n'y a pas 1 million de personnages sur One Piece qui devraient pouvoir réclamer d'être capables de se frotter à eux. Mais bon, je suppose que c'est l'auteur qui est en train de nous dire voilà un petit peu, l'intensité est toujours là. Et puis c'est pas parce que ces gars ont battu des Yonkou qu'ils sont à l'abri. Au contraire, ça va être même plus chaud maintenant. Et si les assaillants ne sont pas des pirates, ben alors ça voudra dire que c'est la marine ou le gouvernement. Et là je me dis, si le gouvernement et la marine s'attaquent à des personnages aussi puissants, voire plus puissants que des Yonkou, sauf qu'ils ont l'armée en moins, c'est que la marine n'a pas tellement peur des Yonkou, surtout que actuellement ça n'arrête pas de se confirmer. Kizaru qui se dit ouais, je vais aller m'opposer à 2 Yonkou qui s'unissent. Maintenant qui dit que la marine pourrait les prendre pour cible directement. Donc peut-être dans le monde de One Piece, la marine n'a pas tellement peur des Yonkou, contrairement à ce que j'ai l'impression que beaucoup de youtubeurs pensent et croient. Ensuite, Apu s'allie à un number, c'est un number vraiment très stylé. Donc est-ce que Apu dorénavant ne va pas avoir un équipage constitué de géants? Ça sera super, même si je pense pas qu'on va par la suite trop se concentrer sur ce personnage. Et d'ailleurs le gars a réussi à se mettre tout le monde de One Piece sur le dos, tout le monde le déteste, tout le monde est son ennemi. Je ne comprends même pas comment il se présente comme ça devant Kid et Law sans avoir peur, parce que dans la logique des choses il devrait l'allumer, quoi. Alors il leur montre les primes et apparemment elles sont hallucinantes. L'auteur les réserve pour le chapitre suivant. Moi, dans ma façon de comprendre l'œuvre, normalement Luffy devrait avoir la plus grosse. Pourquoi? Parce que non seulement maintenant le gars peut battre un Yonkou en 1 contre 1, mais en plus de ça c'est l'incarnation de Nika, de Joy Boy. Donc c'est vraiment la catastrophe ultime. En plus le gars réunit les poneglyphes, il a Robin, donc là mais t'as une bombe nucléaire en face. C'est la priorité numéro 1. Le gars devrait, avec tout ça, en alignant tous ses points, être même plus recherché que Dragon. Je veux bien que Dragon fait des trucs de dingue. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus dingue qu'un gars qui est l'incarnation de Nika, qui a éveillé ce fruit justement, qu'il est Joy Boy, que Zunisha va chercher, qui est allié des samouraïs, qui a Nico Robin avec lui, qui a les poneglyphes ou même une copie d'eux avec lui.
Je veux dire, si ça, tu le mets pas en priorité numéro un, j'ai pas bien saisi le truc. Donc, il y a des gens qui ont été actuellement nommés empereurs. Quelque part, franchement, j'ai du mal avec, parce que pour moi, empereur, c'est pas juste tu bats un empereur. Normalement, faudrait que tu prends des terres et tu possèdes une armée. Mais les gars, à part Luffy, et même lui, il possède pas directement une armée. Il en a une, mais il est pas vraiment à sa tête. C'est l'alliance qu'il a fait quand il était à Dressrosa. Mais le gars, il rejette un petit peu cette alliance. Il l'a, mais il la rejette. Donc, il a indirectement une armée. Et Kid et Law n'ont absolument aucune armée, donc aussi aucun territoire. Du coup, j'ai du mal avec cette information dans le chapitre où il est marqué ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des mers. Je vois pas comment, juste sur le fait d'avoir battu des empereurs, être nommé empereur. Mais bon, on va découvrir par la suite. Peut-être c'est pour ça que l'auteur ne déclare pas ça tout de suite, parce que on aura une surprise le chapitre prochain. Ce n'est pas les empereurs que nous attendons que nous allons avoir. Ou peut-être que si. Puis à la fin, on voit l'amiral Rokugyu. Il est un petit peu bizarre comme tous les amiraux. Il vole grâce à une plante qui est sur son dos. Donc c'est un Parmesia apparemment. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un Parmesia. Donc le nouveau mot d'ordre pour les amiraux, c'est les Paramecia en force. C'est plus les Logia. Fujitora, c'est un Paramecia. Et maintenant, Rokugyu est un Paramecia. Et il est à Wano. Il discute avec Akainu et apparemment, le gars est à Wano. Normalement, les amiraux, c'est la puissance de dissuasion de la marine. Ce n'est pas des espions maintenant, les amiraux. Ils partent pas normalement en espionnage. Il est pas là en mode je vais regarder de derrière le buisson. Donc, c'est ça que je comprends pas vraiment. Est-ce que le gars a tellement confiance en lui-même qu'il se dit j'ai aucun problème de confronter des gars qui peuvent battre des Yonkou? Et c'est pour ça que j'ai dit les gars, faut vraiment pas prendre à la légère la puissance des amiraux. Pour moi, on sait pas encore tout et on va bientôt le découvrir et j'ai l'impression et je pense que les amiraux vont être une grande puissance qui va se dévoiler dans les chapitres à venir. Franchement, j'ai apprécié de faire l'analyse de ce chapitre avec vous. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un pouce vers le haut. Sur ce, je vous dis, faites le plein de manga. Sayonara.